Le paradis retrouvé. De l'autre côté du monde, au beau milieu de l'océan Pacifique, Tahiti et son archipel de 118 îles, tels que les découvrirent les navigateurs européens, l'anglais Wallis, puis le français Bougainville, un an plus tard, en 1768. L'enthousiasme des navigateurs est indescriptible, et le récit de Bougainville fera le tour de l'Europe, qui s'émerveille des beautés enchanteresses de l'île et du naturel extraordinairement accueillant de ses habitants. Vieilles d'à peine 60 millions d'années, les deux masses volcaniques qui forment Tahiti sont entourées d'un récif de corail qui abrite un lagon aux eaux chaudes et transparentes, où s'épanouit une vie bariolée intense. Au large, les baleines s'ébattent dans le plus grand océan de la planète. L'être humain ne s'est implanté en Polynésie qu'au IIIe siècle de notre ère. La danse célèbre depuis toujours la joie de vivre entre l'homme et son île. Placé sous protectorat français, en 1843, Tahiti est devenu en 2004 un pays d'outre-mer disposant d'une large autonomie. La Polynésie appuie son développement sur le tourisme qui bénéficie d'un riche patrimoine culturel et d'une nature préservée et proprement paradisiaque. Avec plus de 1000 km², dont seuls 150 km² sont habitables, et ses deux volcans éteints culminant à plus de 2000 mètres, Tahiti est la plus grande, la plus peuplée et la plus haute des îles polynésiennes. Elle est formée de deux îles accolées, Tahiti-Iti, la plus petite, et Tahiti-Nui, à la pointe nord de laquelle se trouve Papeete, la capitale, qui regarde juste en face, à 15 km seulement, l'île sœur de Moorea. Grâce au climat d'une régularité et d'une douceur exceptionnelle, l'eau est partout, alimentant une végétation tropicale luxuriante. Seule à disposer d'un port et d'un aéroport international, Papeete est le point de passage obligé pour le tourisme et le trafic de marchandises en Polynésie. La ville et son agglomération ne cessent de croître entre montagnes et lagons. Elle représente les 3/4 de la population de Tahiti et la moitié de celle de toute la Polynésie française. Principal port pour l'approvisionnement des îles, Papeete exporte les richesses traditionnelles des îles, copra, ananas, bois, poissons et quelques biens à forte valeur ajoutée, vanille, monoï, ylang-ylang, perles. Ancien point de relâche des baleiniers en route pour le Grand Sud, on croise aujourd'hui dans le port des yachts de luxe au milieu des porte-conteneurs, des navires de guerre et des inévitables ferry-boats qui assurent les liaisons rapides vers Moorea, Bora Bora, les Tuamotu, les Marquises et le reste de l'immense archipel polynésien qui couvre 2,5 millions de kilomètres carrés. Pour s'imprégner de l'ambiance d'une île, rien de tel que d'aller flâner sur son marché. Celui de Papeete permet de prendre un premier contact avec la population et l'abondance de ses variétés de fruits, papaye, mangue, carambole, corosol, ramboutan et légumes locaux. Rénovée il y a une dizaine d'années, après 100 ans de bons et loyaux services, la nouvelle architecture du marché conserve l'atmosphère et le charme du passé, avec ses multiples stands colorés et les nombreuses échoppes d'artisanat. À l'étage, celle-ci propose des colliers de coquillages, des chapeaux en fibres végétales tressées, des paréos, de la vanille de Tahiti ou de l'huile de monoï. Plus de 7000 m² pour ces multiples stands colorés qui proposent tubercules et légumes locaux, tels l'ourou, fruit de l'arbre à pain, des racines de taro ou encore des patates douces. Incontournables, les étals des poissonniers proposent une incroyable variété de crustacés et de poissons du lagon et du large. Pour les petites fins, les firi-firi sont de délicieux beignets au lait de coco que l'on déguste traditionnellement le dimanche matin. À 200 francs Pacifique la portion, moins de 2 €, l'affaire est vite dans le sac. Le monoï, spécialité de la Polynésie française, est une huile de beauté sacrée, obtenue à partir des fleurs de tiare. La route du Monoï a permis à la Polynésie de se réapproprier un patrimoine culturel, de valoriser des savoir-faire ancestraux, les recettes traditionnelles dans les familles, de fabrication du monoï, thérapeutique, de fabrication du monoï
cosmétique, mais également de valoriser l'ensemble des matières premières qui rentrent dans la fabrication du monoeil. Pour obtenir l'appellation contrôlée monoeil de Tahiti, l'huile doit être exclusivement produite à partir de fleurs de tiare de Gardenia tahitensis, cueillies au stade de bouton. Un travail de patience aux premières heures de la matinée, quand la fleur conserve encore toutes ses propriétés. Les boutons récoltés et triés, il faut retirer les pédoncules et mettre les fleurs à macérer immédiatement dans de l'huile de copra raffinée pure. Une huile extraite des noix d'une seule espèce de cocotier, le Coco nucifera, poussant sur des sols d'origine corallienne. La découpe à la machette de la coco germée, le râpage de l'amande, la macération, les pétrissages successifs de la pâte, le séchage pendant plusieurs semaines et l'extraction de l'huile, autant de techniques transmises de génération en génération, tant l'usage du monoeil est commun. Petits ou grands, chacun l'utilise pour ses multiples vertus protectrices. Monoeil, huile de tamanou, la fleur tropicale de l'île regorge de trésors naturels. Sur place, la préparation d'un jus de fruits frais évite les dangers d'une fermentation qui va en altérer les propriétés bienfaisantes. Riche en antioxydants, le noni est utilisé depuis toujours dans la pharmacopée traditionnelle tahitienne. Commercialisé internationalement depuis quelques années seulement, considéré comme un simple complément alimentaire, le noni possède pourtant des vertus pharmacologiques nombreuses et inexplorées. Il doit être consommé pur, non fermenté, et son origine doit être soigneusement vérifiée. Les tamanous produisent des noix dont l'huile a un pouvoir régénérateur et cicatrisant intense. Les Polynésiens l'utilisent pour masser les bébés, les protéger des piqûres de moustiques, traiter petites plaies et brûlures, protéger la peau du vieillissement. Les ressources du cocotier sont multiples. L'huile de coco ou de copra, extraite de la pulpe, a des usages alimentaires variés. La totalité des 11 000 tonnes de copra produites par la Polynésie française est traitée par l'huilerie de Tahiti. Seule une petite proportion est raffinée pour la production de monoeil. Le reste est envoyé à l'industrie européenne. Écologie et coût du carburant oblige, l'huilerie utilise progressivement l'huile de copra qu'elle produit pour alimenter ses propres moteurs. L'arrêt d'une ligne maritime spécialisée en 2009 a failli condamner une industrie qui fait vivre 4000 producteurs sur les îles. Créée en 1942, la parfumerie Tiki Tahiti a beaucoup contribué à la reconnaissance du monoeil et des autres ressources végétales uniques de Polynésie. Industrialisée, la préparation obéit à une recette gardée secrète dans la famille du créateur. La fragilité de la fleur de tiare et la subtilité de son parfum excluent toute manipulation brutale. La main reste l'outil primordial. Enrichi de vanille ou de fleurs de frangipanier, le flacon monoeil Tiki contient toujours une véritable fleur à l'intérieur. Exporté dans le monde entier, le monoeil est hydratant et protecteur pour la peau. Il laisse un discret parfum de bien-être que les amoureux de la Polynésie reconnaissent instantanément. C'est au cœur des forêts
que les îles polynésiennes abritent leur plus grand secret, le lien profond qui les unit à leur passé légendaire et à la nature. Les marae, délimités par des pierres, plantées de tamanous, sont les enceintes sacrées du culte tahitien traditionnel. De véritables temples en plein air, voués aux éléments et aux dieux, sous le regard éternel et apaisé des idoles de pierre et des totems de bois, les tikis. Les dieux sont présents partout. Comme nous, ils partagent nos peines, et surtout les joies et les fêtes. À Arauraou, le défilé qui conduit hommes et femmes aux marae pour la danse commémore cette union intime d'une nature qui donne tout, mais dont la colère peut se réveiller à tout instant. Les vaïnés, avec leurs longs paréos de fibres végétales, leurs couronnes de fleurs, incarnent les dons de la nature, répandant des fleurs autour d'elles. La société tahitienne est restée guerrière pendant des siècles. Les rivalités entre clans s'achevaient en batailles sanglantes. Javelots et peintures de guerre font toujours partie du costume traditionnel des hommes. La danse, Ori Tahiti, a toujours fait partie de la vie des Tahitiens, de leurs joies et de leurs peines. Proscrite pour un temps par les missionnaires, elle offre un spectacle envoûtant qui a retrouvé toute sa place dans la culture polynésienne. Tahiti, un jardin d'Éden qui défie la mer et le temps. Les plages de sable gris volcanique de Tahiti font partie des plus belles de la planète. L'amplitude des marées y est très faible et elles offrent aux amateurs de mer un autre paradis d'exception. Des vagues que les surfeurs du monde entier viennent chevaucher. Parmi les nombreux spots de Polynésie, la vague de Te Aupo'o, créée par le relief sous-marin très escarpé, est une houle faite de vagues très hautes, épaisses et puissantes qui se lèvent à toute allure, de véritables ascenseurs, avant d'enchaîner presque instantanément sur des tubes d'une fabuleuse longueur. Les vagues sont des gauches qui se déroulent de droite à gauche. La vague titanesque d'août 2000, qui mesurait plus de 15 mètres de haut avec un tunnel de la même taille phénoménale, fait partie de la légende du surf. Si Te Aupo'o est l'un des spots les plus courus du monde, c'est là que se déroule chaque année le Billabong Pro, compétition internationale de surf, c'est aussi l'un des plus dangereux. L'écrasement des murailles d'eau sur le fond corallien, juste sous la surface, provoque régulièrement des accidents mortels. Depuis Papeete, le soleil couchant découpe la silhouette escarpée de Moorea à l'ouest. Moins touchée par l'urbanisation, Moorea, en tahitien l'île du lézard jaune, est séparée de Tahiti Nui par un chenal dépassant 1,5 km de profondeur. L'île est entourée par un récif corallien qui s'ouvre par 12 passes et compte 2 baies principales,
la baie Opunou'ou et la baie de Cook. Le navigateur anglais James Cook laissa son nom en 1777 à la deuxième grande baie du Nord, après que les savants de son expédition y ont installé un observatoire astronomique. Un belvédère installé dans la montagne permet d'observer les deux baies. Inhabité, l'intérieur de l'île offre peu d'endroits permettant la culture. La vallée d'Opunou'ou abrite les plus grands champs d'ananas de Polynésie. On y trouve aussi des plantations pour le copra, le café et la vanille. L'ère de l'exploitation artisanale de l'ananas est révolue. Elle est devenue industrielle, l'île abritant une usine à jus de fruits. La main de l'homme reste néanmoins indispensable pour choisir dans la plantation les fruits arrivés à maturité. Implanté dans les années 1970 à Moorea, l'ananas a donné son nom tahitien, Païnapo, à un raid, où 600 coureurs se retrouvent chaque année par équipe de 2. Alimenté par la rivière Temae, le lac du même nom est formé par les eaux douces descendues des pentes volcaniques et par l'eau du lagon, un milieu propice au développement de certaines espèces uniques de crabes et de poissons. Menacé d'envasement, le lac a été réhabilité lors de la construction d'un golfe en 2007. Remarquablement aménagées, les plages de Moorea offrent des décors de rêve permettant toutes les activités nautiques, y compris bien sûr la plongée. Le lagon est extrêmement riche en poissons des coraux et en requins. Requins citron, pointe noire, requins gris des récifs, que des plongeurs expérimentés font découvrir. Omniprésents sur le littoral, les cocotiers, une espèce de palmier, ne sont pas à proprement parler des arbres. Leur tronc n'en est pas un, mais un stipe. Leur bois n'en est pas, mais c'est tout comme. Tout est utile dans le cocotier. Grâce à la bourre imperméable à l'eau qui les entoure, les noix dérivent sans mal sur les océans à la recherche d'un rivage propice pour se développer. Ainsi, nul ne sait vraiment dans quelle région du monde les premiers cocotiers sont apparus. Avec une température moyenne qui oscille entre 25 et 29 degrés toute l'année, peu d'endroits bénéficient sur la planète d'un climat aussi doux et agréable, propice aux farnientes et aux activités physiques. Autre activité de Moorea, l'observation des baleines par bateau, avec des guides spécialisés, car l'activité est réglementée.
Les baleines séjournent à proximité du récif et pénètrent même parfois dans le lagon, si bien que le trajet pour les rejoindre est rapide. Devenues moins farouches depuis qu'elles sont protégées, elles se laissent facilement approcher en surface et sous l'eau, y compris les mères qui protègent leurs baleineaux. Un spectacle majestueux et inoubliable, rythmé par le souffle puissant et le chant envoûtant des plus grands mammifères terrestres désormais protégés. Vouée à la recherche et à la protection des espèces marines de Polynésie, l'association Te Mana o Te Moana a aussi créé une clinique des tortues marines, centre de soins des tortues et de sensibilisation à la protection de la faune marine. La plupart des tortues recueillies ont été blessées par des flèches de harpon, la bêtise des chasseurs sous-marins. Nombreuses sont celles qui se noient à cause de sacs plastiques bêtement rejetés à la mer. Le plus souvent, les patientes sont soignées et baguées pour mieux connaître leurs habitudes, puis relâchées en mer. C'est une tortue qui est arrivée ici parce qu'elle a été fléchée par des pêcheurs, donc malheureusement... Elle est sale. La clinique est aussi une école de l'environnement où les enfants peuvent assister aux soins et à un enseignement sur la préservation d'espèces protégées qui vivent à quelques pas de là. On a dit que les mamans donnaient du lait à leur bébé. C'est pour ça que quand on regarde, on verra que des petits points ici. Celle-là, on les voit ici. Celle-là, c'est celle qu'on veut. Alors pourquoi on l'appelle tortue verte? Très bien. Parce que tout l'intérieur, la couleur de sa graisse, c'est tout vert. C'est pour ça qu'on l'appelle la tortue verte. Bonjour. Ça, on appelle ça comment chez la tortue? Une nageoire. Une nageoire. Très bien. Ça, c'est la nageoire antérieure. Elle est devant. Arrivée, elle était 8 sur un bateau, en fait. C'est impressionnant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller voir la vieille mamie là-bas, Tortilla. Pour les enfants, véritables ambassadeurs de la protection de notre avenir, les plus grands héros de cette vie marine fascinante resteront toujours les dauphins. Bonjour, bien sûr. Je tombe toujours dans la même. Allez, On va voir si mon signal est marqué. Hein. Vous allez voir ça. Des eaux chaudes, du vent, des vagues, tout ici se conjugue pour le développement des sports nautiques spectaculaires comme le kitesurf.
Porté par sa planche et sanglé par un harnais, le kitesurfer est tracté par un cerf-volant, ou L en anglais, kite, qu'il tient et pilote grâce à une barre. Les lignes reliant la barre et le cerf-volant mesurent une vingtaine de mètres de long. Le nom anglais d'origine de ce sport, fly surf, rend mieux compte des évolutions stupéfiantes qu'il permet de réaliser et correspond à son nom français de planche volante. À la limite du récif, le kitesurfer vole autant qu'il glisse, ce qui lui permet des évolutions aériennes sans comparaison, avec une précision et une inventivité inégalées. Se jouant des obstacles, on s'envole au-dessus du ponton, athlétique et spectaculaire, c'est aussi un sport très rapide qui a permis à un Français de franchir la barre mythique des 50 nœuds sur l'eau, faisant du kitesurf l'engin à voile le plus rapide de tous les temps. Durant la saison dite chaude, la température moyenne ne s'éloigne guère des 27 degrés qui règnent toute l'année, les précipitations sont plus abondantes à Tahiti et à Moorea. Blottie au pied des sommets nimbés de brume du Muaroa, l'église de la Sainte Famille, dans la vallée de Harari, présente une fresque qui réveille d'anciennes légendes de la mer. Robinson Crusoe, les révoltés du Bounty. Le bâtiment a été édifié en 1897 par des maçons venus de l'île de Pâques. Tout près de là, non loin d'anciens marae polynésiens, le village de Haapiti abrite sur le bord de la route une autre église typique, si parfaitement propre sur son tapis immaculé de gazon qu'elle semble échapper au temps. La pêche n'est pas que industrielle. Nombreux sont les petits pêcheurs qui lancent leurs filets dans le lagon pour nourrir leur famille. Plongeons plus loin vers l'ouest, vers la petite île de Bora Bora. Le sommet de l'île, le mont Otemanu, qui culmine à 727 mètres, offre un point de vue circulaire sur Bora Bora, la perle du Pacifique. Elle ne mesure que 8 km de long pour 5 km de largeur. L'île, magnifique, est entièrement ceinturée par un lagon et son récif de corail n'est ouvert que par une seule passe. Longtemps indépendante, Bora Bora fut annexée par la France en 1898. Pendant la guerre du Pacifique, elle subit de nombreux aménagements militaires américains. La nature, toujours farouchement préservée, explique le succès touristique haut de gamme de l'île. Un joyau niché au creux de l'océan. Dans les cocoteraies, la récolte du copra est un travail harassant qui reste artisanal. Une fois la coque brisée à la hache,
l'extraction de l'amande de la noix de coco, le copra proprement dit, nécessite un tour de main difficile à acquérir. Une fois rassemblé et séché, le copra partira pour l'huilerie locale, parfois jusqu'à Papeete. 1 kilo de copra donnera 620 grammes d'huile. Le reste, le tourteau, est utilisé pour l'alimentation animale. L'huilerie de Tahiti exporte ses tourteaux jusqu'en Nouvelle-Zélande. Construits en matériaux traditionnels, ces cases sur pilotis sont situées sur un motu, un îlot, tout près de la barrière de corail, sur l'une des plus belles plages du monde, Matira Point. C'est le premier hôtel à utiliser une climatisation issue des profondeurs de l'océan, le système SWAC. Pourquoi ne pas capter de l'eau de mer froide en profondeur pour refroidir l'air ambiant par un système d'échangeur de chaleur? Le coût de l'énergie en Polynésie représente une part importante de la structure de coût d'un hôtel comme celui-ci. C'est pour ça qu'il était intéressant de réfléchir à un système qui nous permette d'aller vers les énergies renouvelables afin de diminuer cette part importante de charge. Donc le système du SWAC a été possible sur Bora Bora et sur le Motu principalement parce qu'on est très proche des eaux profondes. Tout l'intérêt du système réside dans cette température de l'eau. Donc la forme de nos îles nous offre un tombant récifal très abrupt qui nous permet d'aller chercher cette eau à 920 mètres de profondeur à 4 degrés très facilement. Ce système du SWAC nous permet aujourd'hui d'économiser 90% de l'électricité qu'on devrait consommer pour climatiser un hôtel comme celui-ci et représente une économie d'à peu près 55% sur l'ensemble de la consommation d'une telle infrastructure. Dans les hôtels de Bora Bora, plusieurs organismes proposent des nurseries de corail, comme ici l'association Ecofish. Le corail, qui constitue les récifs si importants pour la survie des atolls et la préservation des espèces sous-marines, forme un écosystème très sensible, notamment à la pollution. L'essentiel du récif lui-même est formé par l'accumulation au fil des siècles des squelettes calcaires des coraux morts. La partie vivante, à l'extérieur, est la clé de voûte de l'édifice. Si les coraux meurent, la barrière qui protège les îles de l'érosion disparaîtra en quelques années. Les résultats obtenus dans la restauration du corail, grâce à des techniques innovantes par Ecofish, ont de tels enjeux qu'ils ont très vite été repris dans le monde entier. La préservation de ces sanctuaires multicolores de la biodiversité passe aussi par une exploitation durable et éco-responsable des richesses aquatiques. L'hôtel Saint-Régis propose ainsi un véritable parcours pédagogique dans son écocentre marin qui prépare la réintroduction de nombreuses espèces aquatiques. Bora Bora et toute la Polynésie offrent des sites de rêve et les équipements adéquats pour les amateurs de plongée sous-marine de tout niveau. Au menu, mérous, murènes, poissons clowns et autres bariolés des récifs, escadrons de requins. Plongée sans harpon, conseillé.
au détour d'un rocher, une rencontre inattendue a coupé le souffle. Le mérou est bien inoffensif, mais avec plus d'1 mètre de long, on ne peut pas l'ignorer. Certains dépassent même les 2 mètres et les 300 kilos. La murène a une mâchoire d'acier et un appétit d'ogre. Mais face à un exemplaire de cette taille, elle décide d'attendre une proie plus facile qu'elle emportera à coup sûr dans son trou. Si ce joli spécimen tacheté ne bougeait pas, êtes-vous sûr que vous le remarqueriez? Il se confond parfaitement avec le fond marin et ses cailloux. Tiens, un requin gris du récif. Avec un peu de chance, il va passer sans s'approcher. Mais quand derrière, c'est une véritable armée en marche que l'on découvre, le sang se glace et l'imagination galope. Le plus célèbre des petits poissons du récif est bien le poisson clown du Pacifique, qui vit dans une anémone de mer, dont le venin est normalement mortel pour les poissons. À Bora Bora, le soleil se couche sur les bungalows sur pilotis et sur les paquebots géants. Les pirogues, appelées va'a en polynésien, rentrent au bercail. On voudrait revenir, on voudrait n'être jamais parti. S'il est un sport national en Polynésie, c'est bien la pirogue. Outil de peuplement des origines, arme de guerre aussi pendant des siècles, la pirogue à balancier, la va'a, abrite un ou plusieurs rameurs. Elle a magnifiquement été remise en valeur par la création de la Hawaiki Nui Va'a en 1992. La course qui attire chaque année des équipages du monde entier tire son nom de la grande Hawaiki, l'île mythique qui serait le berceau des peuples polynésiens, assimilée à Raiatea. Les épreuves relient 4 îles, Huaïné, Raiatea et sa jumelle Ta'a, puis Bora Bora. Soit plus de 120 km parcourus en moins de 10 heures, répartis sur 3 jours. Une vitesse impressionnante. La course, qui se déroule entre octobre et novembre, est devenue l'un des événements majeurs de l'année en Polynésie. Dans toutes les îles, des compétitions permettent aux champions, en individuel ou en équipe, de s'entraîner toute l'année. Située à 175 km de Tahiti, un peu sauvage, discrète et chaleureuse, Huaïné est restée tel un jardin secret où tout, depuis son nom, évoque la femme. L'île, avec ses anciens marae, rappelle les lointains ancêtres des Polynésiens, les Lapita, peuple de marins aux grandes pirogues venues d'Asie du Sud-Est qui auraient colonisé la plupart des îles du Pacifique.
À la pointe sud de l'île, sur le domaine de la famille royale, se trouve le Marae Anini, construit en pierre volcanique. Datant du XVIIIe siècle, il fut le théâtre de sacrifices humains. Restauré au XXe siècle, il témoigne des rivalités et des guerres qui marquèrent la vie des archipels durant des siècles. Construit en bord de mer, en bambou et autres matériaux naturels, selon les principes ancestraux de la culture polynésienne, certains hôtels se sont parfaitement intégrés dans le paysage de l'île. Un mariage réussi où la modernité technique et artistique se met respectueusement au service d'une nature et d'une culture qui comptent parmi les joyaux du globe. Une oasis, une sorte de temple des origines baigné d'eau et de fleurs, qui nous rappelle aussi combien l'équilibre de la planète est si fragile. Si l'on devait garder une image qui résume l'intense beauté de notre monde, que ce soit celle-là. L'une des plus grandes richesses de Polynésie, et plus particulièrement à Huahinay, est la vanille, véritable trésor végétal. Issue d'une orchidée, Vanilla tahitensis, la gousse de vanille de Tahiti possède des qualités aromatiques d'une finesse gustative qui en font un ingrédient très recherché. La pollinisation se fait à la main. Pour Nicolas, la vanille est un quotidien et surtout une passion. Concernant la vanille de Tahiti, j'ai fait le choix de ne pas utiliser de produits chimiques parce que c'est un produit noble qui mérite justement la meilleure attention pour la clientèle. Après plusieurs mois de séchage, les gousses brunissent, révélant progressivement leur odeur délicate. Grâce à ses soins méticuleux, Nicolas réussit à produire chaque année 1 tonne de vanille mûre totalement naturelle, soit 250 kg de vanille affinée et préparée. La meilleure vanille du monde. Le patrimoine polynésien a une saveur aussi rare que la vanille, ou que la délicatesse des paréos ornés de fleurs que créent Myri et Franck dans leur maison du village de Parea à Huahinay.
il n'est guère étonnant de retrouver là, couchée sur la soie, la baleine, compagne habituelle des eaux de l'archipel. Elle incarne l'esprit des dieux ancestraux de notre monde, elle porte tous les symboles de leur pouvoir. Enceinte de pierre des Marae, tiki, frise des vagues qui s'enchaînent à l'infini. Un art inspiré des motifs polynésiens anciens qui se sont aussi perpétués par les tatouages que portaient déjà, sans doute, les anciens marins en pirogue qui ont essaimé dans le Pacifique. Euaïn abrite encore bien des secrets cachés. Ces énormes anguilles sacrées aux yeux bleus, une particularité unique au monde. Ces huîtres perlières, ces îlots enchanteurs, et souvent déserts, disséminés à quelques minutes de bateau de l'île. Autant de plages où une eau transparente à 29 degrés nous tend les bras. Personne à l'horizon. Ne soyez pas surpris pourtant si soudain un Polynésien apparaît pour nettoyer spontanément la plage et vous offrir quelques cocos pour vous rafraîchir. Mais est-ce bien là un être humain en chair et en os? Ne s'agit-il pas plutôt de l'un de ces esprits tutélaires qui veillent sur les îles du paradis depuis les vieilles pierres des Marae? Au revoir et à bientôt sûrement, pour entendre à nouveau une voix chantante nous dire sur une île « Maeva, bienvenue ».